Il y a eu ce matin-là, un matin pas comme les autres, où la lumière n'était pas tout à fait la même. Non pas qu'elle soit plus faible ou plus forte, mais sa texture, sa couleur, la manière dont elle caressait les rideaux de ma chambre, tout me semblait étrangement déplacé. Ce n'était pas une erreur de l'œil, ni le fruit d'un sommeil agité. C'était une nuance subtile, comme si le monde avait pivoté d'un infime degré pendant la nuit, et que le soleil, sans s'en rendre compte, avait choisi un angle légèrement différent pour saluer la Terre. J'ai d'abord mis ça sur le compte de la fatigue, d'une illusion optique persistante. Je suis sorti sur mon balcon, comme à mon habitude, pour prendre mon café et observer le lever du jour sur la ville endormie. C'est un rituel immuable, une encre dans le flux incessant du temps. Normalement, à cette heure, le soleil se frayait déjà un chemin au-dessus des toits à l'est, projetant des ombres longues et familières sur les façades des immeubles. Mais ce matin-là, l'horizon oriental restait teinté d'un gris perle, d'une pâleur indécise. C'est vers le nord-est que la lueur commençait à s'intensifier, avec une lenteur presque gênante. Ce n'était pas dramatique, pas une catastrophe, juste décalé, comme un instrument de musique légèrement désaccordé, dont on perçoit l'imperfection sans pouvoir la nommer précisément. Le vent aussi, habituellement doux et portant les effluves de la boulangerie du quartier depuis l'ouest, semblait souffler d'une direction inattendue, apportant avec lui l'odeur plus lointaine des arbres du parc. Une brise fraîche, mais dont la provenance m'échappait. J'ai haussé les épaules, me disant que le temps était capricieux, que mes sens me jouaient des tours. Pourtant, le sentiment d'une dissonance s'est installé en moi. Les jours suivants, cette sensation s'est amplifiée, se faisant plus insistante. Les ombres projetaient des longueurs inhabituelles à des moments précis de la journée. L'orientation des plantes sur mon rebord de fenêtre, toujours tournée vers la lumière, semblait s'être modifiée, comme si elle cherchait un soleil qui n'était plus tout à fait là où il devrait être. C'était imperceptible pour la plupart des gens, je le savais. Une sorte de presbytie cosmique, une incapacité collective à percevoir les changements lents et profonds. Mais moi, Elias, avec mon amour pour les cartes, les étoiles et les horloges, je sentais que le grand mécanisme du monde avait bougé. J'ai commencé à tenir un carnet, notant méticuleusement l'heure du lever et du coucher du soleil, la position des étoiles que je pouvais distinguer depuis mon petit télescope d'amateur. Au début, les variations étaient si minimes qu'elles auraient pu être attribuées à des erreurs de mesure, à l'atmosphère, à n'importe quoi d'autre qu'une modification fondamentale de notre réalité. Mais la persistance des données, la régularité de l'irrégularité, a commencé à dessiner un motif. Le soleil, notre étoile fixe et inébranlable, semblait chaque jour se lever un peu plus au nord de son point habituel et se coucher un peu plus au sud. Et la durée du jour elle-même, elle fluctuait de manière étrange, comme si le temps lui-même s'étirait ou se contractait sans raison. Les conversations autour de moi restaient banales. Les gens se plaignaient de la météo, de la circulation, des nouvelles du monde. Personne ne semblait remarquer que le vent avait changé de partenaire de danse, que les marées n'étaient plus tout à fait les mêmes, que les oiseaux migrateurs semblaient hésiter, désorientés par des courants aériens qu'ils ne reconnaissaient plus. J'ai tenté d'en parler à quelques amis, des passionnés de science comme moi. Ils ont souri, ont évoqué le réchauffement climatique, les anomalies magnétiques, la psychologie de la perception. J'ai même contacté un ancien professeur d'astronomie. Il a écouté poliment, puis a suggéré que je prenne des vacances. Mais le sentiment n'était pas une illusion. Il était ancré dans chaque fibre de mon être, amplifié par chaque observation. La Terre, je le sentais, ne tournait plus tout à fait comme avant. Son inertie, sa trajectoire, quelque chose avait été altéré. Et si la Terre commençait à ralentir, puis à s'arrêter, puis à repartir dans l'autre sens? L'idée était folle, digne d'un roman de science-fiction des années 50. Pourtant, c'était la seule explication qui donnait un sens à cette symphonie de petites discordances. Les nuits sont devenues les moments les plus étranges. Les étoiles, ces repères éternels, semblaient dériver avec une lenteur presque imperceptible, comme si la voûte céleste elle-même avait été légèrement inclinée. L'éclat de la lune, que j'aimais observer à travers mon télescope, révélait des détails qui me semblaient nouveaux, non pas par leur nature, mais par leur orientation. C'était comme si je voyais un tableau familier, mais accroché de travers, ou regardé à travers un miroir légèrement déformant. Le changement n'était pas brutal, pas un cataclysme instantané qui aurait déchiré le ciel ou fait trembler les continents. Non, c'était une mue silencieuse,
un glissement tectonique du temps lui-même. La Terre, notre vaisseau spatial silencieux, ne s'était pas arrêtée net. Elle avait entamé une danse plus lente, une pirouette inversée. Les jours s'allongeaient ou se raccourcissaient de quelques minutes, puis de quelques dizaines de minutes. Les saisons, sans changer leur nom, commençaient à se décaler. L'été arrivait avec une chaleur plus lourde, plus longue, mais aussi plus tardive. L'hiver, lui, s'installait avec une lenteur inhabituelle, comme s'il hésitait à prendre sa place. La nature elle-même, avec son incroyable résilience, tentait de s'adapter. Les arbres bourgeonnaient avec un décalage. Les oiseaux chantaient à des heures qui n'étaient plus les leurs. Les agriculteurs du coin commençaient à se plaindre de récoltes imprévisibles, de cycles de pluie et de sécheresse qui ne correspondaient plus à rien de ce qu'ils avaient appris de leurs ancêtres. Ce n'était pas encore la panique, juste une perplexité croissante. Les bulletins météo devenaient de plus en plus évasifs, les prévisions de plus en plus incertaines. Anomalies saisonnières, phénomènes climatiques inattendus. Ces expressions se multipliaient, vidées de leur sens à force d'être répétées. Moi, je continuais mes observations, mon carnet se remplissant de chiffres et de schémas. Je ne cherchais plus à convaincre, je cherchais à comprendre. La Terre ralentissait, c'était ça. Elle ralentissait, milliseconde par milliseconde, jour après jour. Et dans ce ralentissement, il y avait un moment, un point de non-retour, où elle allait cesser de tourner dans sa direction habituelle, pour s'immobiliser un instant infime, puis reprendre sa course dans le sens inverse. Ce n'était pas une question de si, mais de quand. L'idée me hantait. Comment l'humanité réagirait-elle à un tel événement? Comment la vie elle-même s'adapterait-elle à un soleil levant à l'ouest? Les océans, les vents, tout allait être chamboulé. Mais pour l'instant, le changement était encore trop doux, trop diffus pour être pleinement saisi par la conscience collective. C'était comme la cuisson lente d'une grenouille, qui ne perçoit pas l'eau qui chauffe progressivement jusqu'à l'ébullition. Nous étions cette grenouille, et la marmite était notre propre planète, dont la rotation s'altérait sous nos pieds. Je me suis posté un soir sur le toit de mon immeuble, mon télescope pointé vers l'horizon. Le crépuscule était plus long que jamais, une symphonie de couleurs qui s'étirait à l'infini, refusant de céder la place à la nuit. Le soleil déclinait, non pas vers l'ouest comme il aurait dû, mais vers un point plus au sud-ouest, sa course s'infléchissant d'une manière étrange. Il semblait hésiter, s'attarder, comme s'il savait que quelque chose d'inédit se préparait. L'air était immobile, lourd d'une attente silencieuse. C'était la veille d'un autre jour, mais pas n'importe quel jour. C'était le jour où, selon mes calculs, le grand balancier allait atteindre son apogée. Le jour où la Terre, pour un instant éternel, allait cesser de tourner. Le jour où le monde allait retenir son souffle avant de se lancer dans une nouvelle danse, une danse inversée. Et je serais là, Elias, témoin silencieux de cette révolution cosmique, le cœur battant au rythme ralenti d'une planète en mutation. Le temps, une fois un fleuve impétueux et prévisible, s'était mué en un étang stagné, ses eaux se rétractant vers une source invisible. Les jours s'étiraient, non pas par une rallonge perceptible des heures, mais par une lenteur intrinsèque, une sorte de dilatation de l'instant qui rendait chaque aube plus indécise, chaque crépuscule plus hésitant. J'avais calculé, avec une précision maniaque, que l'apogée de cette aberration cosmique était imminente. La Terre, mon vieux vaisseau spatial silencieux, allait cesser sa course. Un instant d'équilibre précaire, une suspension du grand balancier, avant la pirouette inversée. Les dernières nuits furent une torture d'anticipation. Je ne dormais presque plus, mes yeux rivés sur le télescope, mes sens aiguisés à l'extrême, à l'affût du moindre frémissement de l'éther, du plus infime signe dans le balai des étoiles. Le vent, qui depuis des semaines avait murmuré des mélodies discordantes, semblait s'être lassé de ses propres caprices. Il se faisait de plus en plus rare, de plus en plus faible, comme un souffle expirant. L'air lui-même était devenu lourd, poisseux, une chape invisible qui pesait sur les poumons, une sensation étrange d'immobilité forcée. Les oiseaux, ces sentinelles de l'aube et du crépuscule, avaient réduit leur chant à des trilles espacés, des interrogations isolées dans le silence grandissant. Même le bourdonnement lointain de la ville, cette symphonie de l'indifférence humaine, s'était estompé, comme si le monde entier retenait son souffle. Et puis, ce fut là. Non pas un choc, ni une secousse tellurique qui aurait fait trembler les fondations du monde, mais une cessation. Une cessation si douce, si subtile, qu'elle aurait pu passer inaperçue pour quiconque n'était pas préparé à la sentir.
à l'accueillir dans l'intimité de sa chair et de son esprit. Je me tenais sur mon balcon, les mains agrippées à la balustrade froide, le regard perdu dans le gris laiteux de l'aube qui refusait de se décider. Le soleil, depuis des jours, luttait pour se hisser au-dessus de l'horizon oriental, comme un fardeau céleste traîné à contre-courant. Mais ce matin-là, il ne bougea plus. Il resta figé, une promesse de lumière suspendue, ni montant ni descendant, simplement étant. À cet instant précis, le grand mécanisme du monde, l'horloge cosmique, marqua une pause. Un silence absolu s'abattit sur la Terre, un silence que je n'avais jamais connu, un silence qui n'était pas l'absence de bruit, mais l'absence de mouvement. L'inertie, cette force invisible qui nous entraînait depuis des milliards d'années, s'était dissoute. Je sentis mon propre corps, tout mon être, osciller, comme un pendule parvenu à son apogée, un instant d'équilibre parfait avant l'inversion. C'était une sensation vertigineuse, une perte de repère fondamentale. La gravité elle-même semblait plus légère, ou peut-être était-ce mon esprit qui, libéré de la contrainte habituelle de la rotation, flottait dans une nouvelle dimension de la perception. J'eus l'impression étrange que le sang dans mes veines ralentissait, que mes pensées s'étiraient, que le temps s'était tordu en un nœud inextricable. Puis, avec une lenteur exaspérante, la danse reprit. Non pas la même danse, mais une pirouette inversée. Le soleil, qui avait stagné, commença imperceptiblement à redescendre, non pas vers l'ouest, mais vers l'est, comme s'il hésitait, puis se résolvait à rebrousser chemin. C'était un mouvement infime, presque une hallucination, mais je le savais, je le sentais. La Terre avait pivoté. Les étoiles, que j'avais observées avec tant d'attention, commencèrent leur dérive à rebours, leurs trajectoires ancestrales subitement inversées. Ce fut l'aube du non-sens. La lumière changea de qualité, devenant plus pâle, plus incertaine, comme si le soleil lui-même était désorienté par sa nouvelle direction. L'horizon oriental, celui que j'avais toujours associé à la promesse du jour, se teinta d'une pâleur indécise, tandis que l'ouest, jadis réceptacle des crépuscules, portait désormais la promesse d'une aube inversée. Les premiers signes de ce bouleversement cosmique se manifestèrent de manière insidieuse, presque des murmures dans le grand fracas de l'ignorance humaine. Le vent, qui avait expiré, commença à renaître, mais avec une nouvelle orientation. Ces effluves ne venaient plus de l'ouest, mais de l'est, apportant avec eux des odeurs inconnues, des fragrances maritimes qui n'avaient jamais atteint ma ville intérieure. Les feuilles des arbres, habituées à s'incliner sous sa pression familière, frémissaient avec une sorte d'étonnement, leurs nervures semblant se tordre dans une nouvelle danse. Les océans furent les premiers à hurler leur désarroi. Leurs eaux, emportés par l'inertie de milliards d'années de rotation vers l'est, se retrouvèrent brutalement confrontés à une nouvelle force de Coriolis, inversée. Les courants établis, ces autoroutes liquides qui régulaient le climat et la vie marine, se mirent à vaciller, puis à se déchirer. Des vagues cyclopéennes, des murs d'eau inouïs commencèrent à se former. Non pas en pleine mer d'abord, mais le long des côtes, là où la friction avec la terre exacerbe les moindres perturbations. J'imaginais, sans pouvoir les voir, ces raz de marée silencieux qui déferlaient sur des rivages encore endormis, des villes côtières se réveillant sous le poids d'une marée qui montait d'une manière jamais vue, d'une direction inattendue. Les journaux télévisés, que je regardais désormais avec une fascination morbide, commençaient à relayer des informations éparses, des inondations sans précédent dans des régions habituellement épargnées, des anomalies climatiques d'une violence inédite, des tempêtes tropicales qui naissaient là où elles n'auraient jamais dû. Mais la cause, la véritable cause, restait un mystère pour les experts, un dérèglement de plus dans leur litanie de catastrophes naturelles. La vie elle-même, dans sa stupéfiante résilience, montrait des signes de confusion. Les plantes, ces héliotropes innés, commençaient une lutte silencieuse et désespérée. Leurs feuilles, leurs fleurs, habituées à suivre la course du soleil d'est en ouest, se retrouvaient désormais désorientées. Je voyais depuis mon balcon les tournesols dans le parc voisin qui, au lieu de se tourner vers l'est au lever du soleil, restaient figés, comme perplexes, avant de pivoter lentement et péniblement vers l'ouest, là où la lumière commençait à s'épanouir. C'était une danse maladroite, une chorégraphie brisée, une dissonance visuelle qui me serrait le cœur. Les animaux, eux aussi, semblaient désemparés. Les oiseaux migrateurs, ces navigateurs célestes, perdaient leurs repères,
leurs boussoles internes brouillées par cette nouvelle trajectoire solaire. Des vols entiers s'éparpillaient, des espèces s'égaraient, leurs instincts millénaires devenus obsolètes en un instant cosmique. Et les hommes, la conscience collective, ce lent mastodonte, continuait son chemin, aveugle et sourde. Les conversations dans la boulangerie du coin tournaient autour de la hausse des prix, des embouteillages, des dernières nouvelles politiques. Personne ne semblait remarquer que le soleil, ce grand régulateur de nos vies, avait changé de sens. Ou du moins, pas de manière consciente. Je voyais des visages froncés, des regards interrogateurs jetés vers le ciel à l'heure où le soleil, au lieu de monter, commençait à décliner vers l'est. Des remarques éparses. « Tiens, le soleil est bizarre aujourd'hui, non ?» Ou « On dirait que le temps est détraqué, même la lumière n'est plus la même. » Mais ces observations étaient toujours suivies d'une explication hâtive, d'une rationalisation immédiate. La pollution, un voile de nuages, la fatigue, le réchauffement climatique. Toujours une explication qui ramenait le phénomène à l'échelle humaine, à la petite cuisine de nos certitudes. J'étais le seul, il me semblait, à porter le poids de cette vérité abyssale. Mon carnet était désormais rempli de graphiques complexes, de notes fébriles, de croquis du ciel et de la mer, de tentatives désespérées de cataloguer l'inénarrable. Je me sentais comme un prophète silencieux, un Cassandre moderne, condamné à observer la transformation du monde sans pouvoir partager la profondeur de ma compréhension. Cette solitude était devenue une compagne constante, un manteau lourd qui m'enveloppait et me séparait du reste de l'humanité. Le soleil, cet astre familier, continuait sa course inversée, traçant un arc étrange dans le ciel. Les aubes venaient de l'ouest, des éclats de lumière flamboyants se levant sur l'océan, tandis que les crépuscules, ces adieux mélancoliques, se produisaient à l'est, sur la terre ferme. Tout était chamboulé, non pas dans un chaos bruyant, mais dans un réarrangement silencieux et fondamental. Le monde n'était plus le monde que nous connaissions. Il était devenu un miroir, un reflet inversé de lui-même, et nous, ses habitants, étions les spectateurs involontaires d'une pièce dont nous ne comprenions pas les règles, les marionnettes d'un grand marionnettiste cosmique qui avait décidé de changer le sens de la danse. Et je savais que ce n'était que le début, que les véritables conséquences de cette révolution cosmique allaient se déployer avec une lenteur terrifiante, transformant chaque aspect de notre existence, chaque certitude, chaque repère. La cuisson lente de la grenouille avait commencé, et le monde, sans le savoir, était en train de bouillir. Le soleil, désormais, était un voyageur errant, un astre à contre-courant qui, chaque matin, au lieu de s'élever dans la familiarité de l'Est, émergeait d'un ouest étranger pour traverser le ciel à rebours. C'était une danse macabre pour la conscience, un ballet cosmique qui désaccordait chaque fibre de notre être. Je me souviens des premiers jours, cette sensation lancinante que quelque chose était profondément, irréversiblement faux. La lumière elle-même avait changé de texture, une pâleur indécise le matin quand elle aurait dû être d'or, une intensité crue l'après-midi, puis une descente précipitée vers l'Orient, comme si le jour refusait de s'attarder, pressé de rejoindre les ombres d'où il était venu. Le vent, lui aussi, avait définitivement changé de partenaire de danse. Ce qui était hier une brise marine venant de l'ouest, charriant les effluves salins et les promesses de lointain, devenait aujourd'hui un souffle continental, chargé de la poussière des terres et d'une chaleur sèche, ou au contraire d'une fraîcheur inattendue selon les nouvelles trajectoires atmosphériques. Les moulins à vent, symboles ancestraux d'une énergie docile, tournaient désormais à l'envers, des silhouettes grotesques agitant leurs bras désarticulés contre un ciel perplexe. Les marins, dont la vie était tissée d'alizés et de courants, se retrouvaient face à une carte vierge, leurs instruments de navigation devenus des reliques d'un monde révolu. Les courants océaniques, ces veines invisibles du globe, s'étaient inversés, et avec eux, les routes migratoires des poissons, les équilibres millénaires des écosystèmes marins. Les vagues cyclopéennes que j'avais pressenties n'étaient pas une simple métaphore. Elles étaient la manifestation tangible de cette inertie brisée, de cette masse liquide colossale qui, habituée à être poussée dans une direction, se voyait désormais forcée à refluer. Les littoraux, jadis sanctuaires de sable et de roches, devenaient des champs de bataille. Des villes côtières entières, bâties sur des siècles de certitude géographique, étaient englouties, leurs fondations sapées par des assauts marins venus de directions inédites. Les cartes marines étaient obsolètes du jour au lendemain,
les phares aveugles, leur lumière clignotante sur des abîmes mouvants. Je voyais aux informations, ces rares fois où je consentais à m'y noyer, des images de digues éventrées, de ports dévastés, d'îles remodelées par la fureur des eaux. Mais le commentaire était toujours le même, une litanie rassurante et dérisoire. Phénomènes climatiques extrêmes, dérèglements sans précédent. La nature se rebelle. Personne ne parlait du grand balancier cosmique qui avait décidé de changer de rythme. Les plantes, ces êtres silencieux et enracinés, luttaient avec une obstination poignante. Leurs feuilles, programmées pour s'orienter vers la lumière de l'Est, se tordaient désormais dans une quête désespérée du soleil qui venait de l'Ouest. Les tournesols, icônes de la fidélité solaire, semblaient pris d'une crise existentielle, leurs corolles géantes se balançant dans une confusion visible, leur cycle de floraison perturbé, leurs graines refusant de mûrir selon l'ordre ancien. Les arbres, par leur lenteur intrinsèque, témoignaient d'une résilience fascinante, mais aussi d'une souffrance muette. Leurs branches, autrefois étendues dans une direction privilégiée, commençaient à se réorienter, créant des silhouettes étranges, des architectures végétales qui défiaient la mémoire visuelle. C'était comme si le monde était en train de réécrire sa propre grammaire botanique, un mot à la fois, une feuille après l'autre. Les oiseaux migrateurs, ces navigateurs du ciel, étaient les plus désorientés. Leurs boussoles internes, réglées sur les champs magnétiques terrestres et la position du soleil, étaient devenues folles. Des nuées entières se perdaient, s'épuisaient en vol, ou atterrissaient dans des régions qui leur étaient totalement étrangères, incapables de trouver leurs aires de reproduction ou leurs refuges hivernaux. Leurs chants, autrefois annonciateurs des saisons, sonnaient comme une symphonie de petites discordances, une cacophonie plaintive. Je les observais depuis mon balcon, ces points noirs dans le ciel, hésitants, tournoyants, comme s'ils attendaient une instruction qui ne venait plus, ou qui venait désormais à rebours. L'humanité, elle, continuait sa danse frénétique, une danse de l'autruche, la tête enfouie dans le sable des certitudes. Les journaux parlaient de crises économiques, de tensions géopolitiques, de pandémies persistantes. Le climat, oui, était un sujet brûlant, mais toujours abordé sous l'angle du réchauffement, de la pollution, jamais de cette inversion fondamentale qui redéfinissait la géographie même du temps et de l'espace. Les scientifiques, ceux qui osaient s'aventurer sur le terrain de l'impensable, publiaient des théories alambiquées sur des anomalies magnétiques inexpliquées, des fluctuations de l'axe de rotation sans précédent, des inversions polaires accélérées. Des modèles complexes étaient élaborés, des supercalculateurs tournaient à plat régime, mais aucun ne parvenait à expliquer la simplicité terrifiante de la vérité. La Terre avait pivoté et le Soleil avait changé de sens. Je sentais monter en moi une étrange combinaison de mélancolie profonde et de fascination détachée. J'étais un prophète silencieux, un Cassandre sans public, condamné à observer le déroulement d'une pièce cosmique que personne d'autre ne semblait voir. Mon carnet était devenu mon unique confident, un recueil de ces infimes dissonances qui, accumulées, formaient la mélodie du chaos naissant. J'y consignais les heures exactes des nouveaux levers et couchers de soleil, la direction des vents dominants, les anomalies des marées, les comportements étranges des animaux. Chaque ligne était une preuve de plus, un clou de plus dans le cercueil de l'ancienne réalité. L'impact sur la perception humaine du temps était particulièrement insidieux. Notre horloge biologique, cette merveilleuse machine réglée sur les cycles solaires, se déréglait. Les troubles du sommeil devenaient monnaie courante. Des insomnies chroniques frappaient des populations entières, suivies de somnolences diurnes inexpliquées. Le corps humain, habitué à une certaine séquence de lumière et d'obscurité, à un certain rythme circadien, était en pleine rébellion. Je me sentais moi-même souvent désorienté, le cerveau embrumé par un décalage horaire permanent avec le monde. Les rêves devenaient plus vifs, plus étranges, peuplés de paysages inversés et de lumières spectrales. C'était comme si l'inconscient collectif, plus perméable aux signaux cosmiques que la conscience éveillée, commençait à assimiler la nouvelle réalité, la transformant en angoisse nocturne et en symboles oniriques. Les conséquences géographiques commençaient à se manifester au-delà des côtes. Les déserts, habitués à l'aridité, recevaient parfois des pluies diluviennes inattendues, transformant temporairement des étendues de sable en lacs éphémères, tandis que des régions jadis luxuriantes subissaient des sécheresses prolongées, leur végétation se flétrissant sous un soleil trop ardent ou un vent trop sec. Les glaciers fondaient à des vitesses alarmantes dans des zones inattendues, et la banquise se reformait étrangement là où elle aurait dû disparaître,
déjouant toutes les prévisions. Les saisons elles-mêmes semblaient perdre leurs repères, s'intervertissant ou se mélangeant dans une cacophonie météorologique. Un hiver doux pouvait être suivi d'un été glacial, un printemps sec d'un automne inondé. C'était une roulette russe climatique, une loterie où le sort de millions dépendait d'un courant atmosphérique inversé, d'une masse d'eau déplacée. Je me demandais souvent comment l'humanité allait finalement réagir. Est-ce qu'un jour, la somme des anomalies deviendrait si écrasante, si irréfutable, que même les plus sceptiques seraient forcés de lever les yeux au ciel et d'admettre l'impossible? Ou bien allions-nous simplement nous adapter, lentement, douloureusement, à cette nouvelle réalité, la normaliser, l'intégrer à nos mythes et à nos croyances, jusqu'à oublier qu'il y eut un temps où le soleil se levait à l'est? Je me voyais, des décennies plus tard, un vieil homme aux cheveux blancs, racontant à des enfants incrédules l'histoire d'un monde où le temps et l'espace s'ordonnaient différemment, où les étoiles filaient dans un sens logique et où le vent avait une direction constante. Ils me regarderaient avec la même incrédulité que mes amis d'aujourd'hui. La Terre, notre vaisseau spatial silencieux, continuait sa danse plus lente, sa pirouette inversée, indifférente à nos petites angoisses humaines. Elle était un organisme vivant et elle avait décidé de changer de rythme. Nous n'étions que des passagers, agrippés à sa surface, forcés de nous adapter à sa nouvelle trajectoire, à sa nouvelle révolution cosmique. Et moi, Elias, j'étais son témoin solitaire, l'archiviste d'un monde en mutation, le gardien d'une vérité que personne ne voulait entendre. Mon esprit, d'abord assailli par la peur, puis par la frustration, s'était peu à peu mué en un observatoire silencieux, une lentille à travers laquelle le grand mécanisme du monde se révélait dans sa nouvelle et terrifiante splendeur. Je savais que le plus grand des bouleversements n'était pas encore venu, ce n'était que le prélude. Les semaines qui suivirent furent une lente immersion dans une réalité parallèle, une cuisson progressive, insidieuse, où chaque jour apportait sa nuance d'étrangeté. Le début que j'avais pressenti n'était pas un cataclysme retentissant, mais une symphonie de petites discordances, un murmure persistant qui s'amplifiait à l'oreille de qui voulait bien l'entendre. Mais personne, ou presque, ne voulait. Je continuais d'archiver, mes carnets se remplissant de croquis du ciel, de relevés de marée, de notes sur le comportement des oiseaux, des plantes. Le soleil, désormais, se levait bel et bien à l'ouest, mais sa trajectoire n'était pas une simple inversion spéculaire de l'ancienne. Elle était différente. Il semblait grimper dans le ciel avec une hâte nouvelle, comme s'il cherchait à rattraper un temps perdu, puis redescendait vers l'est avec une langueur inattendue. Les ombres s'allongeaient dans des directions inédites, sculptant le familier en paysages extraterrestres. Mon balcon, autrefois baigné de la lumière matinale d'est, recevait désormais les premiers rayons d'une aube occidentale, une lumière plus douce, plus dorée, presque crépusculaire à l'heure où la ville s'éveillait. C'était une inversion, certes, mais aussi une distorsion. Le grand balancier du monde, après sa pirouette, ne retrouvait pas l'exactitude de son mouvement d'antan. Il oscillait, hésitait, comme un mécanisme fatigué qui aurait été remonté à l'envers. Les vents, eux aussi, avaient changé de partenaire de danse. Les alizés, ces souffles constants qui avaient modelé les climats pendant des éons, s'étaient inversés, puis avaient vacillé, laissant place à des rafales imprévisibles, des souffles brûlants, là où l'air était autrefois tempéré, des bourrasques glaciales dans des régions habituées à la douceur. Les tempêtes devenaient des entités erratiques, naissant là où elles n'auraient jamais dû, déferlant avec une violence inouïe sur des côtes désarmées. La télévision parlait de méga-tempêtes, de phénomènes climatiques extrêmes, de dérèglements sans précédent, toujours ces mots, ces explications convenues qui tentaient de contenir l'inconcevable dans le cadre rassurant de théories connues. Personne n'osait prononcer le mot que je portais comme un fardeau. Inversion. Les océans, ces immenses miroirs de l'inertie terrestre, continuaient de se réajuster. Les courants, ces fleuves invisibles qui distribuaient la chaleur et les nutriments sur la planète, étaient devenus des tourbillons chaotiques. Des masses d'eau froide remontaient des profondeurs dans des zones tropicales, tandis que des courants chauds caressaient des rivages arctiques, provoquant des brouillards épais et persistants, des pluies acides, des fontes inattendues. Les poissons, désorientés, mouraient par milliers, leurs corps argentés échouaient sur des plages désertes. Les marées, autrefois d'une prévisibilité presque horlogère,
était devenue lunatique, tantôt absente, tantôt déferlant avec une force inouïe, engloutissant des portions de littoral qui avaient résisté aux assauts des siècles. Je passais des heures au port, observant les bateaux tanguer, les bouées s'agiter avec une frénésie nouvelle, les pêcheurs rentrant bredouilles, l'amertume sur leurs visages burinés. Ils parlaient de la mer qui ne veut plus donner, de la colère des flots, mais jamais de la terre qui avait pivoté. La vie elle-même, dans sa résilience millénaire, tentait de s'adapter, mais avec une lenteur douloureuse. Les plantes, ces héliotropes cosmiques, tordaient leurs tiges, leurs feuilles, pour suivre la nouvelle trajectoire du soleil. Des forêts entières prenaient des allures de sculptures torturées, leurs branches s'étirant dans des directions contre-intuitives, leurs feuilles jaunissant à force de réorientation. Les cycles de floraison étaient chamboulés, les récoltes diminuaient drastiquement, plongeant des régions entières dans la disette. Les agriculteurs, ces gardiens des rythmes terrestres, étaient les premiers à ressentir l'ampleur du désastre. Leurs savoirs ancestraux, fondés sur des millénaires d'observation du ciel, étaient devenus obsolètes du jour au lendemain. Leurs champs étaient des cimetières silencieux de promesses brisées. Les animaux, eux, réagissaient avec une acuité plus primitive, plus instinctive. Les oiseaux migrateurs, ces navigateurs du ciel, étaient les plus touchés. Leurs boussoles internes, réglées sur le champ magnétique terrestre et la position du soleil, étaient devenues folles. Des nuées entières s'écrasaient d'épuisement ou erraient sans but, incapables de retrouver leurs aires de reproduction ou leurs zones d'hivernage. Leurs chants, autrefois si familiers, se faisaient rares, remplacés par des cris de détresse, des silences lourds. J'observais depuis ma fenêtre les pigeons de la ville, autrefois si sûrs de leurs itinéraires, qui maintenant hésitaient, tournaient en rond, comme s'ils avaient perdu toute mémoire de l'air. Et nous, les humains, oh l'humanité! L'incapacité collective à affronter l'évidence était fascinante, terrifiante. Les rythmes circadiens, ces horloges biologiques profondément ancrées en nous, étaient en déroute. Le sommeil était devenu un luxe, une lutte. Des insomnies chroniques frappaient des millions de personnes. La fatigue était palpable dans les rues, sur les visages. Les gens étaient irritables, anxieux, leurs corps et esprits déphasés par la nouvelle danse solaire. Les psychiatres et les médecins croulaient sous les plaintes, prescrivant somnifères et anxiolytiques à tour de bras, attribuant tout au stress de la vie moderne, à la pandémie imaginaire du mal de vivre. Personne ne parlait de l'inversion du monde. J'avais tenté, une fois encore, de parler à mon ancien professeur d'astronomie. Il m'avait écouté avec une patience forcée, ses yeux fatigués rivés sur une tasse de thé fumante. Quand j'eus fini, il avait soupiré, un son lourd et résigné. « Elias, mon garçon, je comprends ton enthousiasme, ta passion pour l'observation. Mais la science repose sur des preuves reproductibles, des modèles cohérents. Ce que tu décris, c'est de la science-fiction. Les marées sont affectées par la Lune, pas par une prétendue inversion de la Terre. Les vents changent, oui, le climat est en mutation, nous le savons, mais c'est l'effet de l'activité humaine, pas d'un axe de rotation qui aurait décidé de faire volte-face. » Il avait tapoté ma main avec un geste paternel. « Repose-toi, Elias, tu as trop lu de vieux grimoires. » Je l'avais quitté avec le sentiment d'être un étranger, un fou, un prophète sans disciple. Ma solitude s'épaississait avec chaque lever de soleil à l'ouest, chaque coucher à l'est. Je me sentais comme un passager clandestin sur un vaisseau spatial silencieux qui avait changé de cap sans prévenir son équipage. Le monde, tel que je l'avais connu, n'existait plus, ou du moins, il était en train de se défaire, brique par brique, sous le regard indifférent de la plupart. Cette presbytie cosmique collective était une énigme plus profonde encore que l'inversion elle-même. Comment pouvions-nous être si aveugles à la symphonie assourdie du chaos qui s'installait? Je me nourrissais de peu, mon corps s'adaptant tant bien que mal au rythme détraqué. Mes nuits étaient fragmentées, mes jours une succession d'observations et de réflexions. J'avais l'impression d'être le seul à porter le poids de cette vérité insoutenable, et ce poids était parfois écrasant. Mais il y avait aussi une étrange fascination, une curiosité morbide à être le témoin privilégié de ce grand réajustement cosmique. J'étais le scribe de l'apocalypse silencieuse, l'archiviste d'un monde en mutation. Un après-midi, alors que le soleil à son zénith projetait des ombres étrangement courtes vers le sud, j'observais les nuages. Ils filaient, comme toujours, mais avec une vitesse et une direction qui me semblaient nouvelles. Pas seulement inversées, mais accélérées. Il y avait une urgence dans leur course, une frénésie que je n'avais jamais perçue auparavant. Mon regard s'est alors posé sur les aiguilles de l'horloge de mon salon.
Elle tournait dans le sens des aiguilles d'une montre, comme toujours. Mais quelque chose clochait. La lumière, le vent qui s'engouffrait par la fenêtre, le mouvement des nuages, tout cela me criait une autre vérité. Je me suis précipité vers mon télescope, pointant vers le ciel nocturne qui allait bientôt arriver. Mais je savais déjà ce que j'allais voir. Les constellations, ces repères immuables de l'humanité, n'étaient plus tout à fait les mêmes. Elles se déplaçaient, non pas dans le sens inverse de leur mouvement habituel, mais avec une subtile accélération, comme si le temps lui-même, dans sa trajectoire cosmique, s'était légèrement compressé. La Terre avait non seulement inversé sa rotation, mais elle semblait aussi avoir accéléré sa révolution autour du Soleil, ou du moins, notre perception de cette révolution était altérée. Le lendemain matin, le Soleil se leva plus tôt que la veille, et il se coucha plus tard. La journée s'était allongée, imperceptiblement d'abord, puis avec une constance qui défiait toute logique. Mon horloge interne, déjà perturbée, était à présent en pleine rébellion. Les jours n'avaient plus 24 heures, ils en avaient un peu plus, et le phénomène s'accentuait. La Terre ne tournait pas seulement à l'envers, elle tournait aussi plus vite, ou du moins, l'effet combiné de l'inversion et d'une nouvelle vitesse de rotation créait des journées plus longues. C'était comme si un grand architecte cosmique avait décidé de tordre le tissu même de l'espace-temps, non pas violemment, mais avec la précision glaciale d'un expérimentateur. Je réalisais alors l'ampleur vertigineuse de ce qui se jouait. Il ne s'agissait pas seulement d'une inversion de sens, mais d'une refonte complète du grand mécanisme du monde, un réajustement de toutes les variables cosmiques, la durée des jours, la vitesse du vent, la force des marées, la trajectoire des étoiles. Tout était en train d'être réécrit, et l'humanité, drapée dans son voile d'ignorance, continuait de s'agiter, de se plaindre de la météo, de la fatigue, des récoltes, sans jamais lever les yeux vers le ciel pour y lire la vérité. J'étais le seul à percevoir cette horloge cosmique qui s'emballait, ce temps qui se dilatait, ce monde qui s'étirait, se déformait sous nos pieds. Et je savais, avec une certitude glaçante, que ce n'était encore que le début. Le début d'une nouvelle ère, où la Terre, dans son étrange pirouette, allait nous révéler des lois que nous n'avions jamais soupçonnées. Le murmure des vents inversés devint un rugissement. L'humanité ne put longtemps ignorer l'évidence de ce monde refaçonné. Les tsunamis dévastateurs, les séismes incessants, les jours interminables et les nuits trop courtes forcèrent une prise de conscience brutale. Les villes côtières furent englouties, les terres fertiles transformées en déserts arides ou inversement. Une grande migration s'ensuivit, chaotique, douloureuse, mais inévitable, redessinant les frontières invisibles des nations. Elias, dont les notes précises et les observations méticuleuses étaient devenues un testament, fut l'un des rares à comprendre, à guider, à tenter de donner un sens à ce grand mécanisme du monde. Autour de lui, des communautés se formèrent, s'adaptant à la nouvelle géographie, au nouveau rythme, bâtissant des abris là où l'eau était revenue et la terre redevenue fertile. Des décennies s'écoulèrent, et avec elles, l'ancien monde s'estompa, devenant une légende, un mythe raconté aux enfants nés sous le soleil levant à l'ouest. Aujourd'hui, des générations plus tard, le monde avait trouvé son nouvel équilibre. Les déserts fleurissaient, les forêts tropicales s'étaient rétractées en savane, les cartes étaient réécrites, les étoiles réapprises. Le champ magnétique terrestre, un temps si capricieux, s'était stabilisé, offrant à nouveau son bouclier protecteur. Dans l'un de ces nouveaux villages, bâtis sur ce qui fut jadis le cœur aride d'un continent, une jeune femme, Livia, se tenait sur une crête rocheuse. Elle était l'arrière-petite-fille d'Elias et portait en elle la curiosité insatiable de son ancêtre. À l'aube, elle observait le spectacle quotidien et pourtant toujours émouvant. Le soleil, un disque de feu orangé, perçant l'horizon ouest. Pour Livia et sa génération, il n'y avait jamais eu d'autre réalité. Le lever du soleil à l'ouest n'était pas une anomalie, mais la norme, le point de départ de chaque jour, ancré dans les chants, les rituels et les calendriers. Les récits de l'ancien monde, où le soleil se levait à l'est, étaient des contes, des histoires lointaines d'un temps révolu, presque inimaginable. Livia ferma les yeux, sentant la chaleur nouvelle sur son visage. Elle pensait à Elias, à ses observations solitaires, à son obstination face à l'incrédulité. Il avait vu le monde changer, pas seulement une catastrophe, mais une refondation. L'humanité n'avait pas péri, elle s'était tordue, brisée,
puis reconstruite, non pas en cherchant à restaurer ce qui était perdu, mais en embrassant ce qui était nouveau. Le monde était différent, oui, mais il était vivant. Les cultures avaient fusionné, les langues s'étaient transformées, les technologies avaient évolué, mêlant le savoir ancestral aux nécessités du présent. La Terre continuait sa danse, inversée mais constante, et avec elle, la vie. Livia ouvrit les yeux, le soleil était maintenant plus haut, inondant le paysage de lumière. Elle sourit. C'était un monde nouveau, né du chaos, mais plein de promesses. Un monde où l'horizon ouest n'était pas une fin, mais le début de chaque nouveau jour. Et cela, en soi, était une forme d'éternité.